Salut à tous, vous êtes sur Média 2 Africa, vous regardez l'actualité hebdomadaire en Afrique. Merci de nous rester fidèles. Tout de suite, voici le sommaire. Double scrutin législatif et présidentiel au Burkina Faso. Les Burkinabés ont désigné par la voie des urnes ce dimanche 22 novembre leur prochain président de la République. Ce premier tour de la présidentielle a été marqué par des tensions et le retour du parti de l'ex-président Blaise Compaoré. République démocratique du Congo, bonne nouvelle pour la province de l'Équateur. La 11e épidémie du virus Ebola a été vaincue. L'annonce a été faite ce mercredi par le ministre de la Santé. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'épidémie a fait un total de 55 morts pour 130 cas dans cette partie du pays. Côte d'Ivoire, pas de négociation possible pour Henri Konan Bédié si au préalable il n'y a pas la libération des militants, des leaders de l'opposition et le retour des exilés. Cette déclaration est du chef de l'opposition ivoirienne Henri Konan Bédié qui refuse de poursuivre le dialogue avec le parti au pouvoir d'Alassane Ouattara. Congo-Brazzaville, près de 800 000 disques précieusement gardés à la Maison de la Culture Bissona Bisso, ce qui signifie en français « entre nous ». Jean-Basile Massamba, le gardien de ces œuvres, nous invite à découvrir dans cette édition le sanctuaire musical d'artistes du Congo et du continent tout entier. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour le sommaire. Le développement, c'est dans quelques poussières de secondes. Retour sur le plateau de l'actualité hebdomadaire en Afrique. Vous êtes sur Média 2 Africa, vous faites bien. Ouvrons cette édition par le Burkina Faso. Environ 6 millions d'électeurs étaient appelés à voter aujourd'hui, dimanche 22 novembre, leur prochain président. Cette élection présidentielle était marquée par de fortes tensions ainsi que le retour du parti de l'ex-président Blaise Compaoré, représenté ici par le candidat Edi Komboigo. Une femme parmi les 13 candidats en lice, il s'agit de Yélimoni Kam, dont l'un des projets de société est le retour à la paix et à la sécurité. Je vous propose cette correspondance de Bangali Touré de France 24. Edi Komboigo est le nouveau visage du CDP. C'est le parti de l'ex-président Blaise Compaoré qui avait gouverné pendant 27 ans avant d'être renversé par d'immenses manifestations en 2014. Cet expert comptable âgé de 54 ans compte bien redonner le lustre d'antan à un parti qui fait son retour après avoir été interdit de participer aux élections de 2015. Il n'y a pas une critique fondamentale de la gouvernance du CDP, parce que le CDP a gouverné le pays dans la paix, dans l'équité et dans le développement. Et nous avons aujourd'hui des données qui montrent que la gouvernance d'antan était meilleure à la gouvernance que nous avons vécue pendant les 5 dernières années. Nous voyons déjà la majorité actuelle crier et paniquer. Zéphirin Diabré est le chef de file de l'opposition depuis plusieurs années. Lui aussi espère déloger le sortant Roch Kaboré du palais présidentiel de Kosiam. Mais pour Dieudonné Zungrana, spécialiste de la vie politique, le vote de dimanche a un autre enjeu. Il y a un match dans le match entre Edi et Zef, en ce sens que si, à défaut d'étraîner Kosiam, Edi pourrait se contenter, en tout cas, du titre de chef de file de l'opposition. Parce que auréolé de ce titre-là, il détrône en même temps Zef et ce n'est pas rien. Kam Yélimonique est la seule femme parmi les 13 postulants. C'est sa première candidature, mais cette chef d'entreprise originaire de Bobo-Dioulasso croit en ses chances. Je suis mère d'enfants. Je suis peinée de voir mes enfants mourir au fond. Mon projet de société porte les aspirations profondes du peuple burkinabé, à savoir la paix, la sécurité, le travail, une éducation de qualité. C'est pourquoi je suis candidate. Si aucun des 13 candidats n'emporte la majorité absolue ce dimanche, il y aura un second tour. Le camp du président sortant Roch Kaboré espère gagner dès ce dimanche pour éviter ce scénario. Ouganda, sanglante répression. Mercredi, le candidat Bobi Wine a été violemment interpellé par les forces de l'ordre alors qu'il battait campagne pour l'élection présidentielle du 14 janvier prochain. Des affrontements entre ses partisans et la police à Kampala, la capitale, ont fait plus d'une trentaine de morts. Bobi Wine a été par la suite libéré. Il faut rappeler qu'il est l'opposant le plus farouche et le plus à craindre du président Museveni,
Soudanais qui est candidat à sa propre succession pour un 6e mandat à l'âge de 76 ans. Je vous propose cet élément, le récit de David Gilbert de France 24. Démonstration de force à Kampala, au terme de 2 jours de heurts meurtriers entre policiers et manifestants. En cause, l'arrestation du chanteur Bobi Wine, désormais candidat à la présidentielle de janvier prochain. La police ne fait que nous attaquer. Bobi Wine devrait être en train de faire campagne et de rencontrer son peuple. Mais au lieu de ça, il est en prison. Ils sont juste en train de lui faire perdre son temps. Bobi Wine a été arrêté mercredi dans l'est du pays. Selon les autorités, la star du reggae aurait violé les mesures de lutte contre le coronavirus lors de ses meetings de campagne. Devant la prison de Nalufenya où il est incarcéré, ses supporters ont scandé des slogans jusque tard dans la nuit. Violence, pillage, destruction, vol. Les protestations ont rapidement dégénéré. Près de 350 personnes ont été arrêtées. Dans certains cas, la police a tiré à balles réelles pour disperser les manifestants. La Croix-Rouge indique avoir pris en charge des dizaines de blessés. Bobi Wine, 38 ans, a été élu député en 2017. Il est depuis devenu le porte-parole de la jeunesse ougandaise urbaine. Il a présenté sa candidature à la présidentielle comme un défi au président Museveni, candidat à un 6e mandat à 76 ans. Au Soudan du Sud, 10 millions de dollars, c'est le financement qui permettra de soutenir le secteur éducatif au Soudan du Sud. Ce financement provient de la coopération avec la Norvège. Il permettra la réouverture des écoles fermées en mars dernier du fait de la pandémie de coronavirus et va contribuer également à la scolarisation d'au moins 2 millions d'enfants. Correspondance d'Africa 24. Le gouvernement sud-soudanais va bénéficier d'une subvention de 10 millions de dollars pour la relance du secteur éducatif. Ce fonds, destiné à 4,2 millions d'enfants sud-soudanais non scolarisés, leur donnera la possibilité d'accéder aux enseignements pédagogiques ralentis par la pandémie de Covid-19. La Norvège s'engage à contribuer au retour des enfants à l'école en toute sécurité, en particulier les filles et les enfants vulnérables. De ce fait, nous appelons le gouvernement sud-soudanais à allouer davantage de fonds à l'éducation et à payer aux enseignants un salaire décent dans les délais prévus. Ce financement, qui émane de la coopération bilatérale entre le Soudan du Sud et la Norvège, va favoriser d'une part la réouverture des écoles sur toute l'étendue du territoire national et d'autre part l'amélioration du couvert alimentaire des ménages touchés par les inondations. Je conseillerais de fournir du matériel didactique à la fois au personnel enseignant mais également aux apprenants et également mettre l'accent sur la gratuité véritable de l'école cette année. Ce n'est déjà pas le cas, mais de mettre l'accent dessus afin de permettre une scolarisation à taux élevé chez les enfants sud-soudanais. Quant aux populations qui se sont retrouvées englouties dans les eaux pendant la période du Covid-19, le gouvernement sud-soudanais devrait déjà revoir sa politique environnementale, notamment avec la gestion des déchets ménagers qui obstruent énormément les voies de passage d'eau, ce qui cause beaucoup de dégâts. Des subventions, comme celle de la Norvège, qui sera décaissée via le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, donneront un accès équitable à l'éducation et dans les écoles et les communautés à ramener les enfants non scolarisés à l'école, mais aussi en réhabilitant des espaces d'apprentissage pour un meilleur accès à l'éducation. En Éthiopie, les rebelles du Tigré ont tiré des roquettes ce vendredi sur la ville de Bahidar, c'est dans la région d'Amhara, mais n'ont causé aucun dommage selon le gouvernement régional. Les combats se poursuivent dans le nord de cette région dissidente du Tigré et près de 30 000 personnes se sont déjà déplacées vers le Soudan voisin. Depuis Addis Abeba, Maria Guert pour France 24. Dans la nuit de jeudi à vendredi, des roquettes ont été tirées dans la direction de l'aéroport de la ville. Les autorités régionales accusent le TPLF mais affirment que l'attaque n'a pas causé de dommages. Les autorités tigréennes n'ont toujours pas revendiqué cette attaque, mais la semaine dernière, des missiles avaient déjà été tirés en direction de Bahidar depuis le Tigré. Les combats se poursuivent toujours dans le nord du Tigré. Les forces fédérales et tigréennes se battent aujourd'hui pour la ville
historique d'Aksum. Le gouvernement a confirmé jeudi que les forces fédérales avançaient toujours en direction de la capitale régionale Mekele, plus au sud. Par ailleurs, un officiel du TPLF a accusé les forces fédérales d'avoir bombardé une école jeudi à Mekele. Les combats ont déjà fait des centaines de victimes et les hôpitaux n'ont plus les moyens pour soigner un nombre toujours plus élevé de blessés. Il est toujours impossible de vérifier ces informations concernant l'évolution de la situation puisque les télécommunications sont toujours coupées au Tigré et les journalistes ne sont toujours pas libres de couvrir ce conflit de manière indépendante. À présent, parlons du Mali. Prise de contact entre 3 ministres et des responsables politiques. Cet entretien vise à rétablir la relation de confiance entre le pouvoir provisoire et la classe politique. Correspondance d'Africa News. Au Mali, la constitution du futur Conseil national de transition au centre des discussions. Ce jeudi, 3 ministres se sont entretenus avec les responsables politiques du pays pour une prise de contact avec les partis. L'idée est d'établir un dialogue de confiance entre le pouvoir provisoire né du coup d'État du mois d'août dernier et la classe politique qui se montre toujours méfiante sur le rôle que s'apprêtent à jouer les militaires dans le futur gouvernement de transition. De nombreuses voix de dirigeants politiques se sont d'ailleurs élevées en ce sens, redoutant la nomination d'un membre de la junte à la tête du futur Conseil national de transition. Face à ces craintes, les 3 ministres présents se sont voulus rassurants, rappelant que l'implication des partis politiques serait déterminante dans la constitution du futur Conseil national. Mesdames et messieurs, à présent, marquons une pause et retrouvons-nous juste après ceci. Vous êtes bien sur Média de Africa, vous regardez l'actualité hebdomadaire en Afrique, vous le faites bien. Au Kenya, le gouvernement veut augmenter sa production industrielle. Le pays entend profiter de la zone de libre-échange continentale qui sera opérationnelle dès 2021 pour accroître sa production industrielle et couvrir le marché africain et la sous-région avec ses produits issus de son industrie agroalimentaire. Correspondance d'Africa 24. Le secteur manufacturier kényan se prépare à relever les défis de la zone de libre-échange continentale africaine. Les industries du pays prévoient d'augmenter leur production pour approvisionner le continent en biens et services actuellement importés d'Asie, d'Europe ou d'Amérique. Le Kenya, en augmentant sa production industrielle, veut objectivement inonder le marché régional et le marché intracontinental africain. Qualitativement, le Kenya est un hub de production de la sous-région de l'Afrique de l'Est. Le Kenya s'appuie sur la croissance démographique de l'Afrique pour appuyer ses ambitions économiques. Actuellement, le Kenya dispose d'une production suffisante pour couvrir l'Afrique de l'Est en produits alimentaires manufacturés. Seulement, le mauvais état des infrastructures routières demeure un obstacle majeur pour l'exportation de ces produits. Bien qu'étant une entrave, ça ne va pas empêcher au pays de faire le commerce intra-régional. Et c'est ce commerce intra-régional qui va tirer et imposer la mise en place des routes entre les pays et va imposer une certaine amélioration des voies de communication existantes. Au Kenya, le secteur industriel contribue pour 8,4% au produit intérieur brut. Le gouvernement souhaite porter cet apport à 15% d'ici 2022. La mise en place en janvier 2021 de la zone de libre-échange continentale africaine avec son marché d'1,3 milliard de consommateurs représente pour le Kenya une véritable opportunité à saisir. À présent, parlons de la Côte d'Ivoire. Pas de négociation possible pour le chef de l'opposition Henri Konan Bédié qui réclame la libération des militants, des leaders d'opposition ainsi que le retour des exilés au pays avant toute poursuite de dialogue. Je vous propose de suivre cet élément de PDCI TV. Il n'est pas possible de continuer ce dialogue sans la libération de nos militants, sans la libération des leaders de l'opposition, sans le retour des exilés. Ce sont des préalables non négociables. Telles sont des paroles fortes prononcées par le président du PDCI-RDA, son Excellence M. Henri Konan Bédié, ce vendredi 20 novembre 2020, recevant les militants Atchan à sa résidence de Cocody.
Je voudrais vous remercier pour l'aide spirituelle, matérielle et financière. Nous avons engagé le combat à la demande de toutes les forces vives de l'opposition et de la société civile. Et sur de nombreux points, nous avons enregistré des succès. Je voudrais ici vous remercier tous et tous ceux qui ont été à mes côtés pour mener ce combat. L'Ivoirien Guillaume Soro serait-il indésirable sur le territoire français? Emmanuel Macron l'a clairement signifié lors d'une interview qu'il a accordée à nos confrères du journal Jeune Afrique. Le président français a déclaré, je cite, « Il n'a pas créé le désordre et sa présence n'est pas souhaitée sur notre territoire tant qu'il se comportera de cette manière. » Fin de citation. La justice ivoirienne a transmis cette semaine des mandats d'arrêt contre Guillaume Soro et 3 de ses collaborateurs en exil en France depuis 2019. Il s'agit de Moussa Traoré, conseiller en communication, suspecté d'être derrière l'avatar d'Infox Chris Yapi, et l'aide de camp Abdoulaye Fofana, qui s'est illustré dans des appels à l'insurrection diffusés sur Internet. Le troisième est Isiaka Fofana, ancien DAF de la primature et DG de la LONASI. Lui aussi a émis des messages visant à la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Poursuivons notre actualité hebdomadaire en Afrique avec le Congo-Brazzaville. Près de 800 000 disques précieusement gardés dans la maison de culture Bissona Bisso, qui signifie en français « Entre nous ». Jean-Basile Massamba, le gardien de ses œuvres artistiques, nous invite à découvrir un sanctuaire musical d'artistes congolais et du continent qu'il conserve depuis 1944 jusqu'à nos jours. Installés au frais à l'ombre des manguiers, ils sont tous là. Aretha Franklin, Mori Kanté, Boney M et Louis Armstrong côtoient les plus grands noms de la rumba congolaise, Franco, Zaïko ou encore Mbilia. Nous sommes ici chez Jean-Basile Massamba et ses 33 tours sont tous les siens. Jazz, soul, rumba, salsa, hip-hop ou reggae, il aime tous les genres. Aujourd'hui, la musique, cette flamme-là est en train de s'éteindre. Une flamme qu'il entretient grâce à sa collection. Le vinyle fait partie de ma vie et le vinyle vit en moi. Vous serez surpris qu'à sensiblement 25 km de Brazzaville, que vous trouvez un échantillon. C'est un morceau choisi parmi tant d'autres parce que nous détenons plus de 800 000 disques. 800 000 vinyles, entreposés ici à Brazzaville dans cette modeste bâtisse, le centre culturel Bissona Bisso, entre nous en français. Un sanctuaire musical pour les œuvres d'artistes des deux Congos, du continent et du monde, de 1944 à nos jours. Un trésor inestimable, acheté, cédé ou récupéré au hasard depuis 16 ans. Les gens viennent avec des vinyles pour en faire des copies privées. Parce que là, c'est un support aujourd'hui qui est tombé en désuétude. Une fois que ce support-là mis dans un support nouveau, il cède le vinyle. Il y a quelques discours. Et dans ce vaste stock, il n'y a pas que de la musique, mais aussi des disques, témoins d'une histoire révolue. La particularité, c'est qu'on a des pièces rares de la musique, peut-être du monde, mais de toute la musique en général, quoi. Des archives précieuses, mais peu protégées et menacées, faute de moyens financiers. Aujourd'hui, ces responsables appellent à la préservation de ce patrimoine musical où Bissona Bisso risque bel et bien de disparaître. C'est sur ce reportage de Karine Barzégar que nous mettons un terme à cette édition de l'actualité hebdomadaire africaine. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah, pour une autre page de l'actualité hebdomadaire en Afrique. D'ici à là, portez-vous bien et surtout restez fidèles à Média de l'Africa, le média de l'Afrique.